Et je me présente, Christian Messier, je suis le directeur scientifique de l'ISFAR, nouveau dans la région. Ça fait 1 an en fait que je suis dans la région, que j'adore beaucoup. Et j'aimerais savoir qui vient de Ripon ici. Peut-être lever les mains, juste nous donner une idée. Donc vous êtes nos voisins, nos voisines. Et ça nous fait très plaisir d'être ici et de pouvoir, je dirais, dynamiser la région et d'amener des scientifiques dans la région. Juste vous dire quelques mots sur l'ISFAR. Vous savez, il y avait l'ICAF avant, et les gens de l'ICAF ont travaillé très fort pour convaincre l'Université du Québec, en Outaouais, et le gouvernement d'investir dans l'ISFAR. Donc, c'est un investissement de 9 millions de dollars pour le bâtiment, mais surtout pour engager des professeurs et des ressources pour faire de la recherche dans la forêt feuillue, la belle grande forêt feuillue du Québec. Donc, on est 8 professeurs maintenant, mais à terme, on vise à être 12 professeurs avec des techniciens, des assistants de recherche et probablement de 40 à 50 étudiants, maîtrise, doctorat et des chercheurs postdoctoraux qui vont faire de la recherche pour essayer de mieux comprendre la forêt feuillue et trouver des solutions pour mieux l'aménager et peut-être même la préparer à faire face au changement climatique. Donc, c'est un peu le mandat qu'on a. Et vous avez ici, c'est une belle grande salle, mais ici, ça va être notre laboratoire. Donc, on a aussi fait des demandes pour avoir de l'équipement, donc avoir l'équipement scientifique. Et le genre de recherche qu'on va faire, c'est très large. Ça touche les arbres, évidemment, les plantes, mais aussi les insectes, les animaux, les poissons, et évidemment l'interaction entre ces organismes-là et son milieu, mais aussi tout ce qui se passe dans les villes, donc les arbres en milieu urbain, et on parle même d'agroforesterie, donc des arbres plantés en milieu agricole pour faciliter, minimiser les impacts des changements climatiques, par exemple. Donc, je pourrais vous parler très longuement, mais on a une magnifique présentation ce midi, mais je voulais juste vous dire que ça nous fait très plaisir de vous accueillir. On est très content que vous soyez là et ne vous gênez pas pour parler à tout le monde, nous poser des questions, nous envoyer des courriels si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir. Donc, bonne présentation. Et vous avez vu, ça va être une présentation très dynamique parce qu'on parle de rigodon. Merci à tout le monde d'être là. Donc, le rigodon des forêts de Ripon, 1000 ans d'histoire d'hier aujourd'hui. Vous vous demandez sûrement c'est quoi le rapport entre les rigodons et les forêts. Bien, en fait, tout le monde connaît les rigodons, hein, cette danse rythmée sur laquelle s'évertuaient nos danseurs d'autrefois. Bien, je peux vous dire que nos swingers et nos gigueux de veillée ne sont pas les seuls à danser, parce que nos forêts aussi dansent. Si les rigodons étaient rythmés par le violonneux, la cuillère à bout, le tapis de pied, les forêts, elles, sont plutôt rythmées par les variations climatiques, les aléas de la nature et les interventions humaines. Bien que le rythme de leur danse soit plus lent, il n'est pas moins réel et vraiment impressionnant. C'est qu'il faut les outils et les techniques appropriées pour pouvoir examiner la danse des forêts à travers le temps. Dans la présentation d'aujourd'hui, vous allez pouvoir constater que les forêts sont en mouvance constante et sont façonnées par divers facteurs naturels et humains. Donc, je vais débuter la présentation, puis je vais vous expliquer un petit peu les grands changements qui se sont produits dans la végétation au cours du dernier millénaire. Je vais vous montrer aussi un petit peu les techniques qu'on utilise pour se pencher sur le passé, pour pouvoir connaître ces changements-là. Ensuite, Frédéric va vous présenter à quoi ressemblait en fait la forêt de Ripon au milieu du 19e siècle, puis à partir de carnets d'arpentage. Puis ensuite, ça va être Surgeon qui va enchaîner, puis il va vous faire un portrait cartographique de l'évolution du couvert forestier de Ripon en comparant des photographies aériennes qui datent des années 20 à des photographies aériennes récentes. Et voilà, un petit rigodon, s'il y en a qui veulent danser, vous êtes les bienvenus. Donc, l'évolution de la végétation en Outaouais. Si je vous dis qu'il y a 21 000 ans, l'Amérique du Nord en entier était couverte par un immense glacier qu'on appelait l'Islandis laurentidien. On peut se demander comment on en est arrivé aujourd'hui à avoir des terres verdoyantes recouvertes de forêts. En fait, il y a eu plusieurs changements dans le paysage à travers le temps qui fait qu'on connaît les forêts qu'on a aujourd'hui. Donc,
si on peut penser que tout de suite après le retrait des glaciers, on a eu une toundra de style acoustique. Donc, c'était une toundra avec des mousses, des lichens, des petits arbustes. Ensuite, il y a 10 200 ans est apparu l'épinette. Après ça, 400 ans plus tard, on a vu apparaître l'érable. Puis, il y a eu un réchauffement vers 6500 ans qui a fait que la cruche est devenue vraiment importante dans le paysage. Donc, en fait, ce qu'on constate de ça, c'est que la végétation évolue sous différents facteurs et processus. On pense par exemple à la migration des espèces. On va penser aussi à la succession écologique. Mais le facteur principal, ou du moins un des facteurs principaux qui influence grandement la végétation et son évolution, c'est le climat. Donc, quand on parle de climat, on parle de température puis de précipitations. Mais là, on peut se demander, là, je vous dis, bon, l'érable est arrivé en telle date, après ça, il y a eu ci, il y a eu ça. On peut se demander comment on fait pour reconstituer la végétation du passé. En fait, il y a différentes méthodes qui existent pour pouvoir connaître comment la végétation a évolué à travers le passé. Mais une des méthodes qui est les plus utilisées, c'est l'étude des grains de pollen fossiles, donc les graines qui sont produits par les végétaux. L'étude des grains de pollen modernes et fossiles s'appelle la palynologie. Donc, je vous dis que c'est une science du petit qui arrive à le grand. En fait, c'est vrai parce que quand on étudie les pollens, on peut d'abord reconstruire les environnements végétaux du passé. On peut aussi savoir comment évoluer les différentes espèces à travers le temps. On peut voir les patrons de migration des espèces. Puis on peut aussi en connaître un petit peu plus sur les climats du passé. Je vais vous expliquer tout à l'heure comment on fait pour pouvoir savoir quels ont été les anciens climats à partir des grains de pollen. Mais pour étudier le passé, ça nous prend des grains de pollen du passé. On peut se demander où est-ce qu'on les trouve, ces grains de pollen-là. En fait, comme les grains de pollen sont émis par les végétaux en grande quantité, que les grains sont super résistants aux attaques chimiques et physiques de l'environnement, puis qui voyagent par voie aérienne et fluviale, on retrouve des pollens à peu près partout. Par contre, les pollens, pour qu'ils soient conservés durant des milliers d'années, doivent être déposés dans des environnements qui favorisent leur conservation. Donc, on pense ici à des glaciers, dans le fond des lacs, on va les retrouver aussi dans des tourbières. Donc, la caractéristique commune de ces environnements-là, c'est qu'ils vont préserver les grains de pollen de l'oxydation. Puis bien qu'il existe différentes méthodes là, pour aller chercher les grains de pollen, puis plus particulièrement les sédiments, je vais vous en décrire une en particulier qui est celle que j'ai utilisée dans le cadre de mon étude, que j'ai menée ici dans la région, qui est le carottage en milieu lacus. Donc, c'est tout simple. On peut utiliser un carottier qui ressemble ici un petit peu sur le schéma. Donc, on voit, c'est un carottier qu'on appelle gelé. Donc, c'est tout simple. C'est un tube en aluminium d'à peu près 2 mètres qu'on va remplir de glace sèche. Donc, la glace sèche qui est à peu près à moins 80 degrés Celsius. Puis, nous, on est en canot, on va lâcher le carottier dans du canot. Ça va laisser enfoncer dans le fond du lac. Puis, sous l'effet du gel, les sédiments vont adhérer au tube. Puis ensuite, on peut remonter le tube puis récupérer les sédiments. Donc, on voit ici à quoi ça ressemble quand on va chercher les sédiments dans le fond d'un lac. Puis, une fois qu'on les a, il faut faire différents traitements chimiques pour détruire les matières organiques. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est juste les pollens qui sont à l'intérieur de ces sédiments-là. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est des carottes de sédiments. Il y en a 4 ici. Ça provient du fond d'un lac de la région. Donc, on peut voir qu'ils sont conservés au congélateur parce que comme on les a récupérés gelés, il faut qu'on les garde gelés. Donc, tout le temps qu'on travaille sur les carottes, on va les garder dans un congélateur. Puis, on ne voit peut-être pas très bien ici, mais sur les carottes, là, il y a des petites couches, des fines strates, des couches claires, des couches foncées. Donc, chacune de ces couches-là, on les compte en couplets. Donc, une couche foncée puis une couche claire, ça représente une année. Donc, en comptant ces couches-là, on peut faire une chronologie, puis c'est à partir de ça qu'on peut remonter dans le passé. Donc, quand on fait une étude palynologique, on doit regarder les pollens sous l'œil du microscope. Donc, pour savoir de quelle espèce proviennent les pollens, on va regarder différentes caractéristiques. Donc, si on veut savoir si ça provient d'un érable ou si ça provient d'un pin, on va regarder tout d'abord la forme des grains. On va regarder aussi la structure, mais la texture aussi des grains. Donc ici, je vous ai mis une photo qui ressemble un petit peu à ce qu'on voit sous le microscope, où il y a différentes espèces qui produisent des grains vraiment différents. Donc c'est ça qui nous permet d'identifier la nature des grains de pollen.
Donc, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on utilisait le pollen pour savoir quels étaient les climats dans le passé. En fait, la raison pour laquelle il nous est possible d'étudier les climats passés à partir des grains de pollen, c'est qu'il existe une relation étroite de dépendance entre l'environnement végétal et les paramètres climatiques. Donc, quand on a des changements dans la végétation, ça va nous servir d'indicateur pour déduire des changements climatiques passés. Mais pour explorer le passé, on va se servir de nos connaissances actuelles sur le climat et la végétation. En fait, on va utiliser la technique des analogues modernes. Donc, ce qu'on va faire, c'est que si j'extrais les pollens d'une couche en particulier, donc si j'extrais les pollens de cette couche-là dans ma carotte, on va obtenir ce qu'on appelle un assemblage pollinique. Donc, ça, c'est la composition de tous les pollens qui se sont déposés à ce moment-là. Disons que cette couche-là, c'est il y a 1500 ans. Je veux savoir quel était le climat il y a 1500 ans. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais comparer cet assemblage-là à une bande de différents assemblages qui proviennent de différents sites à travers l'Amérique du Nord. Donc, là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut trouver celui qui est le plus semblable à mon assemblage fossile. Une fois que j'ai trouvé celui qui ressemble le plus, on va pouvoir aller voir de quel site il provient, on va pouvoir regarder quelles sont les conditions climatiques à ce site-là. Donc, disons que les précipitations moyennes puis les températures moyennes sont de temps. Au site qui ressemble le plus à mon assemblage, je vais pouvoir dire « Ah, il y a 1500 ans, les conditions climatiques étaient ainsi ». C'est comme ça qu'on peut reconstruire le climat à partir des grains de pollen. Bon, maintenant que je vous ai expliqué un petit peu les techniques qu'on utilise pour étudier la végétation, le climat du passé, je vais vous décrire un petit peu l'étude que j'ai menée dans les régions, puis qu'une de mes collègues aussi a menée. Donc, on a étudié 2 lacs. Le premier lac, ça c'est ma collègue, il a étudié le lac Mont-Varipon, qui est tout près, que vous connaissez sûrement. Puis le deuxième lac qu'on a étudié, c'est le lac brûlé, qui est à Mugger-Venderey. Donc, après des heures et des heures et des heures à identifier des pollens, parce que c'est un processus qui est très très long, on obtient ceci. Donc ça, à travers ce graphique-là, qui vient du lac brûlé, on peut lire l'histoire de la végétation à travers le dernier millénaire. Bien qu'il semble assez complexe, il est plutôt simple à lire. Je vais vous expliquer un petit peu comment on procède pour le lire. La première chose à savoir, c'est que chacune des colonnes représente une espèce d'arbre ou de plante, ou du moins une famille. Puis que le haut du graphique, c'est le présent, puis plus on va vers le bas, puis plus on va vers le passé. Dans ce genre de graphique-là, ce qu'on cherche à savoir, c'est s'il y a des espèces qui ont augmenté, qui ont diminué à travers le temps, à quel moment ça serait produit, mais ultimement, on veut savoir pourquoi, en fait, ils ont diminué ou ils ont augmenté. Dans ce graphique-là, il y a plusieurs choses intéressantes, mais une des choses les plus intéressantes qu'on peut voir, c'est que il y a certaines espèces qui sont plus abondantes dans la première moitié du graphique. Donc, dans cette moitié-ci, on peut voir qu'il y a des espèces qui sont abondantes, puis après, qui vont avoir tendance à diminuer. Puis, parallèlement à ça, il y a d'autres espèces qu'on voit qui ne sont pas vraiment abondantes. Il y en a un peu, mais beaucoup moins, puis ils vont augmenter par la suite. Ce qu'on peut constater de ça, quand on y regarde d'un peu plus près, quand on regarde quelles espèces augmentent, quelles espèces diminuent, on peut voir que les espèces qui étaient abondantes dans la première moitié, donc avant 1400 ans, c'est des espèces qui sont habituellement indicatrices des climats un petit peu plus chauds et humides que notre climat actuel. On ne parle pas de palmiers ici, mais quand même. Donc, on va voir qu'il y a l'érable, la pruche, le hêtre. Puis, quand ces espèces-là commencent à diminuer, on voit que c'est des espèces boréales qui augmentent. Donc, on va voir le pin blanc, l'épinette. Donc, ce que ça nous indique, c'est tout d'abord, il y a eu un changement dans la végétation, mais aussi il y a eu un changement dans le climat. Donc, on avait avant ça un climat un petit peu plus chaud, puis il y a eu un refroidissement, c'est que ça a fait changer le paysage. Si on regarde maintenant les arbustes, ce qui est marquant, c'est qu'il y a 2 pics. Il y a tout d'abord un pic qui se produit vers 1400 ans, puis on a une autre pic qui commence à augmenter vers 1900. Le premier pic, je ne vous expliquerai pas tout de suite à quoi il est dû. Par contre, le deuxième, ce qu'on peut voir, c'est qu'il se produit en même temps que l'augmentation de ces autres espèces-là. Donc, on peut voir qu'il y a des pics, il y a une augmentation des espèces qui se produit après 1900. Tu sais, tout à l'heure, je vous ai dit que le facteur le plus important qui influençait la végétation par le passé, c'était le climat. Bien, en fait, c'est vrai dans la mesure où c'est le facteur naturel le plus important. Parce qu'aujourd'hui, il y a un autre facteur bien important qui va pouvoir qui modifie le paysage, et c'est l'homme.
Donc, ce qu'on voit ici, c'est une preuve que l'homme peut modifier sensiblement son environnement. Ce qu'on voit, c'est ce qui se produit ici, l'augmentation de ces espèces-là, des arbustes puis des herbes, c'est suite à l'établissement des premiers colons. Donc, une fois que les gens sont arrivés ici, qui ont coupé les arbres pour établir les terres, pour faire l'agriculture, ça a fait en sorte que ça a ouvert le paysage pour que les arbustes et les herbes puissent pousser. Donc, c'est pour ça qu'on observe une augmentation des pollens de ces espèces-là. Puis maintenant, si on compare, c'est le graphique qu'on a vu avant au graphique du lac Noir. Donc, celui avant, c'était celui du lac Brûlé, à Mulgrave-and-Derry. Mais si on compare avec celui du lac Noir, on peut voir... la première chose, c'est qu'on voit que ça se ressemble beaucoup. Donc, on peut en conclure que le climat et la végétation, c'est à peu près la même chose à Ripon puis à Mulgrave-and-Derry. Les tendances sont au niveau régional. Donc, les variations se font à peu près les mêmes schémas, les mêmes patrons, à peu près en même temps. Par contre, on a remarqué une différence. Ce qu'on a vu, c'est que la cruche diminuait à un certain moment. Par contre, la chute ne se produit pas au même moment. Si on regarde au lac Brûlé, parce que ça y va par couleur, hein, la couleur la plus foncée, c'est le lac Brûlé, puis la couleur la plus pâle, c'est le lac Noir. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que ça diminue. Au lac Brûlé, la cruche diminue bien avant la chute au lac Noir. Donc, on s'est dit, si pour toutes les autres espèces, ça suit les mêmes tendances, pourquoi pour celle-là, c'est différent? En fait, il a fallu faire plus d'analyses. Donc, on a analysé les microcharbons dans les sédiments. Quand on analyse les microcharbons, en fait, c'est un indicateur des feux dans le passé. Donc, une fois qu'on a fait l'analyse, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que vers 1375, il y a un pic ici, au lac Brûlé. Donc, ça nous indique qu'il y a eu un feu, mais que le feu était au niveau local, puis il n'a pas affecté la végétation ici à Ripon. Donc, c'est pour ça qu'on observe des différences entre les deux sites. Donc, ici, vous voyez, là, quand on fait la reconstitution du climat à partir des grains de pollen, c'est un petit peu ça qu'on obtient. Donc, on va voir des variations dans la température et les précipitations. Donc, finalement, c'est en étudiant la végétation du passé dans la région, on se rend compte que l'histoire est complexe, que c'est une histoire qui est variée, puis que la végétation est dynamique, elle évolue constamment au fil du temps. On a aussi pu voir que le climat est un facteur important qui va modifier le paysage, mais qu'un autre facteur très important, c'est l'homme. L'homme a la possibilité de modifier beaucoup son environnement, puis ça se répète même dans les assemblages polliniques du passé. Puis, une chose aussi importante à savoir, c'est qu'on peut se demander pourquoi on fait ça, pourquoi on étudie les climats puis la végétation dans le passé. Bien, en fait, c'est qu'on peut se servir de ces études-là pour faire des projections dans l'avenir. Donc, on pense dans le contexte actuel des changements climatiques, on peut se demander comment nos forêts ici, comment les forêts à Ripon vont évoluer dans le temps, à quoi ils vont ressembler. Bien, en fait, une des pistes de réponse, c'est en regardant dans le passé, c'est en regardant comment les forêts, par le passé, ont réagi quand il y a eu un réchauffement ou un refroidissement du climat. Donc, c'est tout pour moi. Je vais vous laisser entre les mains de Frédéric, qui va vous montrer un autre outil qu'on peut utiliser pour étudier la forêt par le passé. Merci beaucoup, Carole. Donc, on va aller à une résolution temporelle plus fine, puis on va rentrer dans l'Anthropocène. L'Anthropocène, ça veut dire que c'est lorsque l'homme devient un facteur dominant dans la transformation de la végétation. Donc, oups. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est à peu près la période à la fin où on voit que l'homme rentre en action puis réussit à transformer la forêt. Alors, dans ce rigodon-là, on s'aperçoit que l'homme a eu un rôle important. Ici, c'est une image des types de pineraies qu'on pouvait avoir avant, où on avait des pins blancs majestueux assez importants. Donc, on voit comment la taille d'un humain par rapport à ces pins blancs pouvait être importante.
Vous n'êtes pas sans savoir que le 19e siècle et le début du 20e siècle est une période très importante pour l'homme, pour son développement, et l'exploitation du bois a été très importante. Or, cette exploitation du bois-là ne s'est pas fait sans différence. Il y a eu des variations importantes dans le temps, et c'est de ça que je vais vous entretenir et de l'impact que ça a eu sur la forêt outaouaise et de Ripon. Donc, ici, on voit une image du bois Ikari, qui était, le bois était flotté, était emmené jusqu'à Ottawa. À Ottawa, puis à Hawkesbury, le bois était Ikari, et après ça, il y avait des radeaux. Et je ne sais pas si vous voyez bien en arrière, mais sur ces radeaux-là, il pouvait y avoir des villages, des personnes qui vivaient, qui descendaient jusqu'à Québec. Il y avait une coquerie où ce que la cuisine se faisait. Et ce qu'on voyait aussi, c'est qu'il y avait du bois feuillu dur qui, lui, ne flotte pas, qui était scié et qui était empilé en cage sur le pain blanc qui flottait. Donc, c'était une façon très économique de transporter le bois. Aucun pétrole impliqué là-dedans. Donc, une chose qui était intéressante, c'est lorsqu'on a commencé à exploiter le pain blanc, il y avait des concessions forestières et le gouvernement essayait d'avoir des redevances vis-à-vis cette exploitation-là. Et ils ont fait, en même temps qu'ils faisaient l'inventaire des terres, ils faisaient une appréciation du volume de bois. Et lorsqu'on épluche les carnets d'arpentage, on s'aperçoit, oui, des considérations plus de type comme les arpenteurs géomètres vont prendre quand ils font le contour de nos terrains, mais il donnait des indications sur la composition des peuplements, les arbres qu'ils voyaient en présence. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a énormément d'informations qui ont été prises sur la végétation au courant du 19e siècle. Donc, on peut comme ça, en lisant ces carnets qui sont manuscrits, qui ne sont pas toujours faciles à lire à cause justement de la nature de l'écriture, certains écrivaient mieux que d'autres, on peut le voir. Mais ici, on voit Balsam Fir and Yellow Birch, donc du sapin et du bouleau-jaune, et ainsi de suite. On peut replacer ça sur des cartes, et après ça, d'être capable de reconstituer quelle était la nature de nos forêts au courant du 19e siècle. Donc, là, ce qu'on voit ici, c'est l'Outaouais, puis on voit les différents points d'observation qu'on a. Et ici, le canton de Ripon, vous allez voir, je vais vous présenter plusieurs cartes, c'est le canton ici. Donc, on avait 30 observations qui ont été faites au cours du 19e siècle à partir des carnets d'arpentage. Ce qu'on voit ici, c'est une carte qui est compliquée, c'est encore l'Outaouais, mais je vais vous simplifier la chose. En vert, c'est les résineux. En orange, c'est les peuplements mélangés. En jaune, c'est les peuplements feuillus. Ce qu'on voit, je vous donne lui par exemple, on a cette petite barre-là. Si je me situe à gauche, ça dit que dans ce canton-là, en vert, il y avait beaucoup plus de résineux avant que maintenant. Et si mon jaune s'en va de l'autre côté de la ligne, ça dit qu'il y a beaucoup plus de feuillus que maintenant. Donc, on a ça pour tous les cantons de l'Outaouais. Et si vous regardez rapidement, vous allez voir qu'il y a un portrait général qui se dessine. C'est quoi? La forêt outaouaise au 19e siècle était beaucoup plus résineuse que feuillue. Et rappelez-vous que ces arpenteurs-là passaient avant que le grand aspirateur à pain blanc a passé durant le 19e siècle. Quand on parle de la grande forêt feuillue de l'Outaouais, si on était un siècle et demi plus tôt, on parlerait de la grande forêt mixte et résineuse de l'Outaouais. Donc, vous voyez, l'homme a eu un impact très important sur la végétation. Et si on regarde par espèce, donc ici, c'est l'Outaouais encore, désolé pour la résolution, mais ici, on a la petite nation, je vous pointe encore le canton de Ripon. Si c'est vert, ça veut dire que depuis le 19e siècle, l'abondance de l'espèce a augmenté. Plus c'est rouge foncé, plus l'abondance de l'espèce a diminué. Donc, ce qu'on voit ici, c'est le pain blanc. On s'aperçoit que pour l'ensemble de l'Outaouais et dans certaines régions, de façon très, très, très forte, le pain blanc a diminué. Et si on regarde pour la région de Ripon, on s'aperçoit qu'elle suit le patron général de l'Outaouais. Donc, une perte d'abondance significative du pain blanc. Et c'est lié à l'exploitation du pain blanc avec les grands barons, Edwards ou les gens qui étaient à Hawkesbury, ces grands barons du pain blanc. Donc, le sapin,
Même chose pour le sapin, surtout dans le canton de Ripon, si vous vous pointez ici. Mais en général, le sapin dans l'Outaouais a augmenté. Donc, il y a beaucoup plus de sapins qu'on avait avant. Les épinettes, ça dépend des endroits. Dans le canton de Ripon, il y a eu plus d'épinettes. Et vous allez voir avec la présentation de Sir John qu'il va vous présenter un peu la réponse pourquoi il y a plus d'épinettes. Le thuya, ça c'est le cèdre. Donc, on voit dans le canton de Ripon, c'est rouge. Mais à plusieurs endroits, le cèdre a diminué en abondance. La pruche, même chose. Dans certains endroits, dans le canton de Ripon, la pruche a diminué. Mais si vous connaissez un peu le territoire, les gens qui se promènent dans la réserve faunique d'Apineau-Labelle, il y a des zones où la pruche est très, très abondante. Puis on voit qu'effectivement, il y a beaucoup plus de pruches maintenant qu'il pouvait en avoir au 19e siècle. Donc, le patron n'est pas le même selon les espèces. Je vous raconte une anecdote par rapport à la pruche. Au début du 20e siècle, fin 19e siècle, il y a une crise pour obtenir des tanins dans les grandes tanneries à Londres. Hein, les grandes tanneries qui produisaient le cuir. Ils se sont aperçus que dans l'écorce de la pruche, il y avait une quantité phénoménale de tanins. Et on a découvert, en épluchant des carnets d'exploitation qu'il y avait à Ottawa, qu'il y avait des centaines et des centaines de cordes d'écorce de pruche, pas de bois, d'écorce, qui étaient transportées, qui étaient mis sur les radeaux de pain blanc qu'on a vus tantôt, puis qui étaient transportés jusqu'à Londres pour les grandes tanneries. Ça veut dire qu'ils plumaient les pruches sur pied pour récolter que l'écorce, à hauteur d'homme, probablement, ou peut-être un peu plus avec une échelle. Et ils faisaient des cordes de ça pour transporter à Londres dans les grandes tanneries. Tantôt, il y a un monsieur qui me parlait que son grand-père exploitait le bouleau puis l'orme pour brûler, prendre la cendre pour faire ce qu'on appelait la potasse. Et la potasse était envoyée aussi à Londres pour faire du savon. Hein, ceux qui savent faire le savon, là, la méthode d'antan, on prend de la cendre, puis on mélange de la soude avec ça, puis ça fait du savon. Donc, il y a eu des périodes comme ça d'exploitation très, très précises, mais très, très intenses, qui ont transformé notre forêt et que notre paysage n'a pas nécessairement récupéré. Donc, les feuillus durs, alors, ce qui est intéressant ici, c'est nos feuillus durs, c'est les érables. On s'aperçoit que nos érablières ont augmenté de façon considérable partout en Outaouais. Même chose dans le canton de Ripon. Et les endroits où il y a un I, c'est des endroits où il n'y avait même pas d'érable auparavant au 20e siècle. Donc, on assiste aussi à une remontée de l'importance de l'érable rouge, l'érable à sucre et l'érable rouge dans l'Outaouais. Ici, le bouleau aussi, une augmentation du bouleau, une augmentation des peupliers aussi. Donc, ça vous montre un peu comment les cantons ont été faits. Puis ici, on voit justement là, les lignes de concession, comment ils étaient délimitées, puis comment ils servaient de ça pour faire leur inventaire. En résumé, l'Outaouais était beaucoup plus résineuse que maintenant. Les espèces qui ont diminué en abondance, c'est surtout les pins, les épinettes. Et à l'inverse, on a eu ce qu'on appelle le double enfeuillement de la forêt feuillue. Ça veut dire qu'on a eu de plus en plus de feuillus durs, comme l'érable, le hêtre, et on a eu une augmentation aussi des peupliers. Donc, notre forêt est considérablement transformée par rapport à ce que nos ancêtres ont pu voir avant l'industrialisation de l'exploitation dans le paysage. Maintenant, je vais inviter Sir John de nous présenter à une échelle encore plus fine et plus spécifique au canton de Ripon comment les choses se sont transformées. Bonjour tout le monde. Je vais vous présenter le portrait historique de la progression des couverts forestiers de Ripon durant le XXe siècle. Pour faire ce portrait, nous avons passé les étapes suivantes. Disponibilité et la sélection de photographies aériennes anciennes pour la municipalité de Ripon. Numérisation et positionnement des photographies aériennes sélectionnées en utilisant les réseaux routiers et hydrauliques comme repères. Après ça, la délimitation des terres forestières et non forestières au début du XXe siècle.
extraction des informations de plus récents inventaires forestiers du ministère des Ressources naturelles du Québec. Et finalement, la comparaison des informations provenant des photographies aériennes de 1927 avec celles du 4e décennal. Voici la liste des photographies aériennes que nous avons trouvées dans la Photothèque nationale de l'air à Ottawa. Ce sont les plus anciennes photographies qu'on pouvait trouver pour le territoire de la municipalité de Ripon. Comme vous voyez, la plupart des photographies proviennent de 1927. Les photographies sont en noir et blanc, logiquement, pour cette époque. Et la plupart des photos sont en échelle 1 par 15 000. Ces photos sont premièrement numérisées et après ça positionnées à la bonne place. Et comme vous voyez, le territoire de la municipalité de Ripon est complètement couvert par les photographies qu'on a sélectionnées, qu'on a choisies. En utilisant les photographies aériennes, nous avons fait la délimitation des territoires non forestiers et forestiers. Le territoire forestier est en vert et le territoire non forestier en rouge. Après ça, pour la période 2003, en utilisant les informations du 4e décennal d'inventaire forestier du ministère des Ressources naturelles, nous avons fait la même chose, mais c'est pour 2003. Vous voyez aussi en vert, c'est le territoire forestier, et en rouge, c'est le territoire non forestier. Pour pouvoir comparer ces deux périodes, 1927 et 2003, j'ai mis ces deux images, une à côté de l'autre. Et vous voyez maintenant, pour la période 1927, on peut facilement apercevoir que la couleur rouge est beaucoup plus présente que 2003. Ça veut dire que le territoire non forestier était beaucoup plus présent en 1927 que 2003. Mais de l'autre côté, le territoire forestier, vous voyez pour 2003, est beaucoup plus présent. Ça veut dire que le territoire non forestier a augmenté. Pour vous montrer un exemple en plus détail, j'ai choisi un petit territoire. Comme vous voyez le petit carré pour les deux périodes. Pour 1927, le carré est presque rempli de la couleur rouge. Ça veut dire que c'était autour de 70% non forestier. Mais vous voyez, même carré 2003 est presque vert. Ça veut dire qu'il est devenu forestier, presque complètement. On va regarder ça plus en détail. Vous voyez, période 1900, c'est une photo aérienne. Je ne sais pas est-ce que vous voyez bien, mais c'était presque non forestier, même on voyait les champs. Mais de l'autre côté, 2003, c'est devenu forestier, complètement forestier. Je pense que c'est un très bon exemple, et ça se trouve autour de 5e rang nord. Vous connaissez ici. Sur cette image, vous pouvez voir différentes transformations de la couverture forestière qui est survenue entre 1927 et 2003. On peut distinguer 4 catégories. Première catégorie qui est en vert pâle, c'est forestier qui reste forestier. Deuxième catégorie en vert foncé, c'est non forestier qui devient forestier. Troisième catégorie, en mauve, forestier qui devient non forestier. Et non forestier qui reste non forestier en rouge. Maintenant, pour terminer ma présentation, je vais vous donner quelques chiffres qui démontrent vraiment l'importance des changements survenus entre 1927 et 2003. La municipalité de Ripon est composée de villages de 501 hectares, du canton 13 051 hectares, et la totalité de superficie pour la municipalité c'est 13 552 hectares.
ici, dans ce tableau, vous pouvez voir la participation des territoires non forestiers et forestiers pour 2 périodes. 1927, il y avait 5483 hectares de territoires non forestiers, mais 2003, ça a diminué beaucoup. Il y a 2823 hectares. Par contre, le territoire forestier, 1927, nous avons eu 8069 hectares, mais 2003, c'est beaucoup plus, c'est 10 729 hectares. Si on regarde le pourcentage de participation de chaque catégorie, on voit que le territoire non forestier a baissé, a diminué 49%. Ça veut dire qu'il y a 49% des territoires non forestiers 2003 que 1927. Par contre, le territoire forestier a augmenté 33%. Il y avait 2003, il y a 33% plus de territoires forestiers que 1927. Si on regarde la participation de chaque catégorie que je vous ai montré tantôt sur la dernière image, vous voyez que le territoire forestier qui reste forestier prend autour de 57% du territoire total. Mais forestier qui devient non forestier, c'est seulement 307 hectares ou 2%. C'est presque négligeable. Mais de l'autre côté, la portion du territoire le plus intéressant pour nous, c'est non forestier qui devient forestier. C'est présenté par 2967 hectares ou 22% du territoire. Et non forestier qui reste non forestier, c'est 2516 hectares ou 19%. Et regardez, maintenant, comme je vous ai dit, la portion du territoire non forestier qui devient forestier, qui est vraiment intéressant pour nous, et on s'intéressait avec quel peuplement est présenté, qu'est-ce qu'on a dans cette catégorie. Et dans cette catégorie, on a trouvé les friches, 739 hectares, et les plantations, 597 hectares. Ces deux, les friches et plantations présentent la conversion récente, quelque chose qui est arrivé dernièrement. De l'autre côté, on trouve dans cette catégorie aussi le peuplement de 30 à 70 ans, et c'est 1631 hectares. On peut dire que ce peuplement présente la conversion plus ancienne. Et on peut conclure que la conversion a commencé depuis longtemps. Parce qu'on compare 1927 et 2003, mais on a déjà le peuplement de 70 ans. Ça veut dire déjà en 1927, la conversion a commencé. C'était ma présentation et je vous remercie. Je donne la parole maintenant à Edouard. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, dans le cas de Ripon, on assiste à une déprise du territoire agricole pour une reprise par le territoire forestier. Ailleurs dans le monde, ce n'est pas le cas. Il y a des changements d'utilisation du territoire où l'homme prend de plus en plus de place. Et c'est un peu là-dessus que je vous amène pour ma conclusion. On vient de voir plus de 1500 ans d'histoire forestière et la question qu'on peut se poser, c'est lorsqu'on regarde le futur, avec quel esprit on doit justement entrevoir les changements qui s'en viennent. Vous n'êtes pas à savoir qu'on rentre dans une ère où le climat s'emballe, le climat change, et il y aura des modifications importantes de ce climat pour l'Outaouais. Je vous amène ici à une image où on voit justement, on voit très bien ici l'Outaouais, ici c'est la petite nation, donc les couleurs correspondent à des températures qu'on peut voir ici qui varient en bleu de -1 jusqu'à 14 degrés Celsius. Donc ça c'est le climat actuel avec une moyenne de 3,3. Lorsqu'on regarde les changements climatiques qui sont prédits avec les modèles de changement globaux, on s'aperçoit qu'on a différents scénarios selon la sévérité des scénarios de changement climatique. Mais on va passer soit d'une augmentation de plus 1,7, ça c'est le scénario qu'on dit faible, en 2055, à plus 2,4 degrés Celsius pour le scénario médian, à plus 3,7 degrés Celsius, ça c'est le scénario, disons, où ce qu'on appelle le forçage climatique est le plus important. Donc si on regarde ici les couleurs,
Pour la petite nation, et particulièrement près de la rivière des Outaouais, on a des couleurs oranges. Donc, ça nous amène à des analogues climatiques qui correspondent à la zone de la péninsule autour là, de l'Ontario, péninsule du Niagara. Donc, on devrait bon pour faire de la vigne, puis nous aussi avoir des très bons vins à mettre sur le marché international. Ceux qui ont commencé étaient visionnaires dans Haripon. On leur en félicite, cette initiative. Juste pour vous montrer ici, ça c'est vous voyez la zone assurée ici, c'est l'érablière à bouleau jaune. Donc, c'est la forêt qu'on retrouve un peu dans la réserve faunique Papineau-Labelle. Et en 2110, donc dans à peu près 90-100 ans d'ici, cette forêt-là, selon les prédictions climatiques pour un scénario médian, occuperait cette partie-là du Québec. Donc là, on est rendu assez haut. Hein? Ici, on est rendu dans presque la zone de la toundra. Donc ça, c'est juste la niche climatique. Est-ce que la forêt va suivre? Est-ce que la forêt va suivre ces changements-là? Plein de questions. Les scientifiques et l'équipe ici, on travaille sur justement ces questionnements-là. Qu'est-ce qui va faire que ce changement, la vitesse à laquelle ça va se faire, comment la forêt va pouvoir s'adapter? Bien sûr, il y a d'autres menaces. Je ne sais pas si vous reconnaissez la petite bête que je viens de vous faire apparaître ici en haut à droite, mais si on l'avait avec toute la couleur, on verrait qu'elle est verte émeraude. La grille du frêne. Vous avez vu hein, cette image-là, un très bel insecte. Ça fait penser les médaillons égyptiens là, avec les scarabées rutilants. Mais cette petite bête-là est extrêmement méchante envers le frêne et peut dévaster les arbres. Vous en avez entendu parler. En milieu urbain, c'est des dépenses énormes. Ici, c'est une autre chose qui est intéressante, c'est le longicombe brun européen. Donc, c'est une espèce qu'on n'avait pas en Amérique du Nord, mais avec l'augmentation du trafic, des échanges, la mondialisation du commerce, de plus en plus de surprises écologiques comme ça qui arrivent dans nos forêts. Et en Nouvelle-Écosse, par exemple, il y a un parc Halifax, qui est complètement dévasté par le longicombe brun, et l'insecte est en train là, de se déplacer. Un insecte qui cause des ravages ici dans l'Outaouais, ce qu'on ne voit pas très bien, c'est la maladie corticale du hêtre. En fait, c'est une maladie qui est transportée par un petit insecte qui est arrivé à Halifax, qui s'est déplacé vers l'ouest. Ce qu'on voit ici, c'est un peuplement, une fois qu'il est touché par la maladie corticale du hêtre, les arbres ne viennent pas plus gros que ça et meurent, et se remplacent mutuellement. Donc, on passe d'une forêt à un genre de boisé un peu bizarroïde qu'on n'est pas habitué de voir, et c'est sûr qu'il n'y a plus de bois à tirer de ce type-là. Donc, des changements importants, et l'homme a tiré des biens, des bénéfices ici on voit des champignons, un trappeur, quelqu'un qui mesure du bois, il y a des planches, des scieries. Donc, on est dans un mode où on a eu une vision très utilitariste de la forêt. Notre perception, notre rôle, la façon qu'on a interagi avec la forêt, où on bénéficiait de cette forêt-là, avec les nouvelles menaces que l'homme emmène en transformant le territoire. L'homme doit redonner à la nature, doit voir comment aider la nature à s'ajuster à ces changements-là et à trouver des solutions pour pouvoir justement minimiser les impacts sur les éléments qui sont chers à nos sociétés, mais aussi qui sont chers au fonctionnement et à l'intégrité des écosystèmes. Et c'est un peu là-dessus que je vous laisse, en vous mentionnant qu'ici, l'équipe de l'ISFAR, on travaille sur ces genres de travaux-là. C'est les genres de travaux qu'on fait. On est rendu où il faut comprendre la forêt, comment la forêt va être transformée et comment on peut lui permettre de s'adapter aux changements que l'homme impose en transformant tout l'écosystème terrestre. Ça termine ma présentation. Je vous remercie de votre attention. On est ouvert à vos questions. Ça me fait plaisir de répondre à vos questions. J'aimerais remercier ceux qui ont présenté, puis s'il vous plaît, posez-leur leurs questions, parce que vous savez, quand on fait une présentation, si on n'a pas de questions, on a l'impression d'avoir échoué. Hein? Donc, non, allez-y, allez-y. On veut des questions. Moi, j'en ai, OK? Si tu dis qu'avant, la forêt, la température était plus élevée, avec les pollens, on a vu qu'il y avait des essences d'arbres. Un instant, monsieur, on ne vous entend pas. On aimerait vous entendre. Si tu dis que
la température avant, en je ne sais pas quelle année que vous avez dit, était plus élevée. Donc, le territoire a déjà été sous une influence de haute température. La forêt s'était développée d'une certaine manière. Est-ce qu'on peut penser qu'elle va revenir à la même manière si on augmente la température de 2 degrés ou plus dans la même condition ou c'est pas pensable de penser comme ça? C'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'il y a eu des histoires passées où il y a eu des changements de température et la présentation de Karel le démontre? Effectivement. On a eu le petit air glaciaire aussi, où il y a une période où c'était, la végétation était différente. La réelle question, c'est la vitesse à laquelle ces changements-là vont se faire. Est-ce que la nature a expérimenté par le passé des changements aussi rapides? Il n'y a pas d'évidence empirique qui ont démontré que les changements auxquels on va avoir à faire face, la nature a déjà eu à réagir aussi rapidement. Mais la nature a plein de surprises dans sa poche, plein de mécanismes pour résister, s'adapter, se changer. Et c'est plein de mécanismes qui interagissent entre eux, puis c'est difficile pour les écologistes d'essayer de comprendre lequel va être dominant, qui va permettre. On a eu un conférencier la semaine passée qui disait que lui, les changements climatiques, il pense que la forêt, il n'y aura pas de trouble pour la forêt de s'ajuster à ça. Donc encore, il y a un grand débat, puis d'essayer de comprendre. La recherche est importante pour mieux savoir quels seront vraiment les agissements de la forêt future. Je ne sais pas si vous voulez rajouter de quoi, Karel, Surgeon. Non, ça résume. Ça résume assez bien c'est quoi la problématique actuelle avec l'augmentation des températures, mais à un niveau local, il y a différents facteurs qui vont influencer la forêt, la végétation. Ça fait que c'est plus à un niveau régional, à un niveau provincial que une augmentation des températures peut faire une différence, mais encore là, c'est une question de temps, de vitesse à laquelle ça se fait. Peut-être il y a un collègue qui a calculé la vitesse à laquelle les espèces devaient se déplacer s'ils devaient suivre le schéma, le changement climatique, avec le scénario médian, et c'est 1 mètre à l'heure. Ça veut dire qu'on le verra. Je ne connais pas beaucoup d'arbres qui se déplacent. Vous avez parlé de la pruche tantôt qui utilisait son écorce pour... Les tanins. Oui. Est-ce que c'est le seul arbre? Est-ce que c'est le seul conifère qui fait de la sève? Il fait De la sève? Non, c'est pas la sève. C'est dans l'écorce. C'est les tanins dans l'écorce. On parle de la tannerie du cuir. Oui. Et pour tanner le cuir, ça prend des tanins. Donc, quand on prenait l'écorce des pruches, et il y a énormément de tanins dans l'écorce, on s'en servait pour tanner le cuir. Mais il y a d'autres exemples. On peut penser, il y a quelqu'un qui a fait une étude dans Charlevoix, il y a plus de pin rouge dans Charlevoix actuellement, alors qu'il y en avait au début de la colonisation. Et il y a une industrie qui a duré à peu près 20 ans, où tous les pins rouges ont été amenés pour récolter la sève parce qu'ils faisaient un genre de nettoyant à l'aide de la sève, là, le pine sol. Là. Vous connaissez bien le pine sol? Pine! Ça ne vient pas de l'espace, là, c'est des pins. Et tous les pins rouges de toute une partie de la côte de Charlevoix ont été éliminés, saccagés. Ça a été un pinicide complet. Juste vous dire que j'étais avec des étudiants au Mexique, puis au Mexique, il y a une espèce de pain que les gens l'entaillent, ramassent la résine. Ils vendent la résine très chère à des compagnies pharmaceutiques pour faire toutes sortes de produits. Il y avait une question après vous. Une question ici avant. Salut, moi je voulais savoir le taux de croissance pour les érablières, parce qu'on parlait beaucoup des plus acides auparavant, puis là on n'en parle plus beaucoup. Je voudrais savoir si le taux de croissance là, par année, est-ce que ça a diminué ou c'est à peu près la même chose? Puis moi j'ai plusieurs questions. Oui, l'expert va se lever et prendre le micro. Je viens de revoir tantôt dans mon bureau. Je vais te répondre. Je vais te répondre. D'après les dernières analyses, ce ne serait pas relié aux précipitations acides, mais plus lié à un événement, à 2 événements qui s'est passé en 86 et 88. En 86, il y a eu
Il y a eu un dégel au mois de janvier, suivi d'un gel subi. Et 2 ans plus tard, il y a eu une sécheresse importante. 2 événements qu'on voit extrêmement rarement, coup sur coup, qui ont donné un méchant coup aux érablières. Depuis ce temps-là, les érables n'ont pas repris le dessus. C'est ce qu'on remarque. Puis le verglas aussi qu'il y a eu. Le verglas, dans ce que j'ai étudié, les érablières n'avaient pas été touchées par le verglas, je ne peux pas te dire, mais je pense que ça a assez bien repris au verglas. C'est ce que j'ai compris. Je voulais savoir aussi toutes les plantations qui ont eu lieu dans la région depuis une vingtaine, 30 ans. Est-ce que finalement, depuis l'industrie forestière qui a pris une chute, qu'est-ce qui va arriver avec ces plantations-là? Est-ce qu'il va y avoir de l'aménagement à l'intérieur des plantations pour mettre un peu ce type de forêt-là un peu plus naturel? Ou est-ce qu'il y a des gens qui envisagent ça? Je laisserai peut-être Christian, notre expert en plantation mixte, répondre sur les avantages, justement, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier quand on fait une plantation. J'avais peur que tu dises ça, mais écoutez, on a plusieurs projets sur des plantations. Les plantations, souvent, c'est perçu négativement, parce qu'on prend une forêt naturelle avec plusieurs espèces et on va planter juste une espèce pour essayer de maximiser la croissance. Et depuis plusieurs années, on fait des expériences avec des plantations de plusieurs espèces. Et on se rend compte que quand on plante plusieurs espèces, en fonction des espèces, souvent, on a une plus grande production de biomasse. Et que souvent, ces plantations-là sont plus résilientes, ça veut dire qu'ils sont capables d'absorber plus facilement des stress et continuer à se développer normalement. Il y a évidemment plus de biodiversité et l'aspect peut-être le plus important, c'est que c'est plus acceptable socialement. Donc, on est en train de démontrer que des plantations peuvent avoir un rôle à jouer, mais qu'on devrait plutôt aller vers des plantations à plusieurs espèces, au lieu de faire des monocultures comme on le fait jusqu'à maintenant. Il y avait une question, c'était vous, hein? Ouais. En fait, j'aimerais justement, Frédéric, que tu nous parles également du rôle de la seigneur par rapport à la forêt qu'on retrouve ici dans la Petite Nation. Parce que tu m'as déjà dit, je pense que effectivement l'exploitation forestière de la seigneur a fait que certaines espèces sont disparues. Et comme il y a beaucoup de gens de Ripon qui ont travaillé pour la seigneur, je pense que ça serait intéressant de le raconter. Donc, la seigneur, une des particularités que ces gens, la production qu'ils avaient là-bas, Ils devaient faire les fuseaux pour les bobines de fil. Et ils devaient transporter après ça ces fuseaux-là pour pouvoir les emmener aux filatures, hein, les grandes filatures qu'on avait en Nouvelle-Angleterre. Donc, la production des fuseaux, il y avait une bonne partie qui était faite ici. On ne veut pas transporter du bois pesant quand c'est juste des fuseaux. Et il y a une espèce d'arbre chez nous, je ne sais pas si vous savez laquelle, mais qui est une faible densité, mais il y a une bonne capacité avec des propriétés mécaniques là, importantes qui étaient retenues pour les fuseaux. Vous avez une idée qu'est-ce que ça pourrait être? Bois blanc, tilleul, bravo. Exactement. Donc, lorsqu'il y a des gens qui ont retiré des arbres qui étaient dans le lac Simon, qui étaient enfouis, auxquels il y avait des chaînes après les arbres, donc les Hells Angels n'ont rien inventé, ça existait déjà à ce moment-là. Énormément de ces arbres, dans le fond de l'eau, sont des tilleuls. Et c'était très surprenant parce que le tilleul n'a jamais été une espèce recherchée par l'industrie. Mais sauf ici, spécifiquement dans le cas ici, où on a une industrie qui faisait un produit très spécifique et qui avait besoin des caractéristiques de bois qui étaient associées à cette espèce-là. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que dans le cas du peuplier, plus tu le coupes, plus il repousse. Hein, vous savez, on coupe un peuplier, puis ça rejette en CP. Là, ça fait plusieurs. Donc, pas le peuplier, pardon, le tilleul. Donc, le tilleul n'a pas été désavantagé, peut-être même avantagé, il faudrait voir, de par cette coupe, disons, plus importante qu'on pourrait dire, que la seigneur a pu le faire dans le paysage. J'avais une question pour toi, parce que on avait un invité de marque la semaine passée, M. Canam, et quand je l'ai fait marcher dans ma forêt, on voyait beaucoup de tilleul, et ça l'étonnait beaucoup, parce que lui, il me disait qu'aux États-Unis, le tilleul est associé à des sols très riches, avec un pH très élevé. Et je ne pensais pas que c'est le cas ici. Est-ce que tu
On trouve des tilleuls partout ou c'est surtout dans les sites? Oui, hein? Ben, en fait, en termes de classification écologique, La petite nation est un peu en chevauchement entre ce qu'on appelle la zone de l'érablière chaude, l'érablière à tilleul, puis l'érablière froide, l'érablière à bouleau jaune. Donc, quand on arrive dans la réserve faunique Papineau-Labelle, là, on est dans l'érablière bouleau jaune. Mais ici, c'est des espèces plus méridionales. C'est pour ça qu'on a, entre autres, le tilleul, le frêne d'Amérique, le cerisier tardif. Puis, quand on monte au nord, ces espèces-là commencent à se faire vraiment, vraiment moins fréquentes. Un instant. La question est au sujet de votre commentaire sur les plantations. Ouais. Avez-vous un modèle de, je vais dire en anglais, de best practice pour, disons, tant d'arbres, si on veut planter tant de pourcentage de tata, est-ce qu'il y a quelque chose pour le commun des mortels qu'on peut comprendre? Non. Non. ça justifie notre travail. Mais votre question est très, très importante. On est dans un gros projet en Mauricie qu'on appelle le projet Triade. Justement, on se pose cette question-là. Combien de plantations? Quelle grandeur de plantation? Et où mettre les plantations au niveau du paysage pour minimiser l'impact négatif, maximiser l'impact positif, ça veut dire produire du bois près des chemins, près des usines, avec les bons mélanges. Et il y a beaucoup de choses intéressantes à faire. Par exemple, vous avez vu, il y a des espèces qui ont disparu ou qui ont diminué. Il y a peut-être des espèces dans le futur qui devraient être favorisées par le climat futur. Donc, il y aurait peut-être une façon, via les plantations, d'aider la forêt, Frédéric l'a parlé, d'aider la forêt à s'adapter au changement climatique, à s'adapter à peut-être des problèmes d'insectes. Donc, c'est des choses qu'on devrait voir. Mais une des choses, en tout cas moi personnellement, que je pense qu'on ne voudrait pas voir, c'est des grandes monocultures d'une espèce. Parce qu'à ce moment-là, il s'agit qu'il y ait un insecte, qu'il y ait un épisode de sécheresse qui va affecter. Donc, d'avoir des plantations de différentes espèces, puis même des plantations mélangées, mais à savoir comment, où on travaille là-dessus. On n'a pas de réponse simple. Ma question est justement reliée à ce que vous expliquez sur les grandes plantations. C'est qu'il y en a eu plusieurs plantations. Est-ce qu'il y a eu des espèces étrangères, nouvelles, qui n'étaient pas d'ici, qui ont été plantées, puis quel effet ça a sur l'évolution? Ben, je ne suis peut-être pas la meilleure personne. Dans la région, je vois qu'il y a un petit peu de pin, de Scotch pine, de pin sylvestre, que j'ai vu ici et là. J'ai pas vu beaucoup d'épinettes de Norvège. Est-ce qu'il y a eu des épinettes de Norvège dans la région? Un petit peu, mais pas beaucoup. Hein. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'espèces indigènes. Il y a un petit peu de plantation de peupliers hybrides. Mes collègues ont ça sur sa terre. Donc, c'est souvent des mélanges avec des peupliers soit asiatiques ou européens, des peupliers d'ici. Mais il n'y a pas beaucoup. On n'a pas encore mis beaucoup d'espèces indigènes ou exotiques, je m'excuse. Mais c'est une des questions que les gens se posent. Prenons l'exemple de la grille qui va tuer toutes nos frênes. Est-ce qu'on ne devrait pas remplacer ces frênes-là par des frênes asiatiques qui résistent à l'insecte? Ça, c'est le genre de questions qui sont discutées au niveau scientifique. Puis il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Il y a des avantages parce que le frêne a quand même un rôle à jouer au niveau écologique, dans les milieux humides, etc. Des avantages, évidemment, est-ce que ça peut être une espèce envahissante qui va avoir des effets négatifs sur l'écosystème? Donc, c'est toutes des questions qui, peut-être qui nous empêchent de dormir quelquefois la nuit, mais des questions qu'on va se poser. Là, il y a plusieurs mains, je ne me souviens pas qui avait en arrière. On a jusqu'à 9h ce soir. Tout à l'heure, vous avez parlé des hêtres qui ont une certaine maladie, là, que je n'ai pas le nom. Alors, quand on a des hêtres sur notre terre qui sont gros comme ça et qui commencent à être malades, est-ce que c'est préférable de les abattre ou de les laisser faire? C'est une bonne question. Et encore une fois, je vais relayer le micro à Philippe parce que la réponse n'est pas simple. Moi, j'en ai une réponse, mais je vais voir ce que Philippe va dire. Ben, je ne peux pas répondre, je ne suis pas ingénieur forestier. En fait, c'est un peu vrai, on n'a pas le droit, en tant que biologiste, de donner des conseils quoi faire. Mais cet arbre-là, il va mourir de sa belle mort.
c'est certain. Est-ce qu'il va propager la maladie à d'autres autour? C'est peut-être déjà fait à l'heure où on se parle. Mais il ne faut pas espérer, surtout si l'arbre est gros, il ne faut pas espérer qu'il survive. Je vais lui dire au revoir parce que ça va être c'est ça. Moi, j'aurais dit un peu la même chose. Je pense qu'une des choses il va falloir peut-être développer des capacités d'intervenir des espèces qui sont menacées. Mais il faut voir que ce gros être-là a peut-être un rôle au niveau biodiversité, qualité, bois mort important. Donc, de ne pas toutes les enlever, je pense que ça serait une mesure intéressante, mais quelques-uns avant qu'ils dépérissent peut-être. Si on a des champignons après, sont unis, en alerte, vous avez vérifié là-dessus? Ah oui, ça fait longtemps que ça. Des champignons après. Le bord de l'arbre a l'air beau, le nain pourri, il est tombé sur la tête. Oui, mais il y a plein d'animaux qui les utilisent comme habitat. Il y avait des questions? Un instant, je vous reviens, parce que j'essaie de répartir les questions. La grille du frêne, est-ce que c'est seulement elle s'attaque au frêne blanc ou d'autres espèces de frêne? On a un autre spécialiste chez nous, François Lorenzetti. François, est-ce que la grille attaque seulement le frêne blanc ou tous les frênes qui existent en Amérique du Nord? Tous les frênes. Malheureusement. Vous avez parlé du dégel de l'hiver 86 sur l'impact sur les érablières et puis de la sécheresse une année plus tard, mais il y a 2 hivers, 81, 82, je crois, ou 80, 81, où il n'y a pas eu de neige du tout aussi. Et est-ce qu'il n'y a pas eu un lien fait avec le dépérissement des érables pour ces 2 hivers-là, l'absence de neige? Après, vous pourrez voir, j'ai des graphiques justement que j'ai préparés aujourd'hui là, pour le monde là-dessus. En fait, j'ai pas vu de réaction aussi soudaine en 80, 81, 82 qu'on l'observe en 86, où il y a vraiment une baisse abrupte de la croissance de l'érable à sucre, comme en 88 d'ailleurs. Et comme aussi en 2006 et 2007. Là, je n'ai pas été capable d'expliquer pourquoi, pour 2006-2007. Mais vous êtes invité dans mon bureau tout à l'heure pour voir ça. Je voulais juste savoir si la montagne noire va être utilisée pour votre centre de recherche. Toutes les forêts du monde sont potentiellement des laboratoires de recherche. Y a-t-il d'autres personnes qui veulent dire quelque chose là-dessus? Montagne noire? Ben, c'est une forêt du monde. Oui. Mais plus spécifiquement, un exemple de projet. Oui, on va éventuellement les étudier. Je ne pense pas qu'on a de projet, en tout cas. Oui. Le fait que l'ISFAR est un institut en milieu rural, pour nous, c'est une force. C'est une force de positionnement. Notre objet d'intérêt, il est proche de nous. Et lorsqu'on réussit à trouver autour de nous des éléments qui viennent capturer notre questionnement scientifique, on va s'en servir. Bon, est-ce que la forêt des Montagnes Noires a un intérêt pour certains questionnements scientifiques? On verra avec l'avancement de nos recherches. Un autre élément qui est discuté et on est en train de voir d'ici peut-être dans les prochaines années, on peut parler d'un horizon de 5 ans, à réfléchir sur un endroit où on va avoir une forêt laboratoire, où on pourra faire des essais avec nos étudiants, où on va faire des classes vertes et avoir des dispositifs permanents. Donc, c'est en réflexion. Vous voyez, on a changé beaucoup en très peu d'années. Les chantiers sont énormes. On a pris des très grosses bouchées. Les bouchées continuent à être grosses. Là, on va essayer d'y aller avec des moins grosses bouchées. Mais c'est dans nos plans d'avoir une forêt laboratoire à proximité. En fait, on l'a déjà utilisé dans ce qui était présenté. Hein? La forêt noire est déjà partie des résultats qu'on a présentés. Donc, il y avait encore des questions. N'hésitez pas. En fait, après ça, je vais vous demander quelle recherche qu'on devrait faire. Hein? C'est le fun d'avoir une idée de vous autres. Vous pourriez nous dire quelle recherche, selon vous, serait importante. Les pins blancs, on a de la misère à avoir des pins qui poussent droit.
qui font manger la tête. Est-ce qu'il y a quelque chose, un produit qui existe pour aider? Un produit magique pour aider, François, pour tuer les maudits insectes qui viennent détruire la flèche terminale du pain blanc. Ben, la première chose je pas une chose. Oui, on en revient encore avec la problématique des plantations à une seule espèce. Donc, l'idée, c'est de rendre les plantations les moins intéressantes du point de vue de l'insecte. C'est-à-dire que si on ouvre un bar à salade et on dit « venez-vous-en », c'est-à-dire tout le monde arrive et puis on s'est trompé. Donc, il faut trouver des modalités qui vont faire en sorte qu'on est capable de tirer les produits qu'on a besoin et qu'on espère de cette forêt-là, puis des efforts qu'on investit, avec tout en essayant de penser que ça peut justement être une façon de barrer les insectes ou diminuer leur impact. Alors, il y a différentes tentatives qui ont déjà eu lieu de planter, par exemple, du peuplier faux-tremble avec du pin blanc, ce qui fait en sorte que le pin blanc est un peu protégé un peu à l'ombre du peuplier faux-tremble. Comme c'est une espèce qui est semi-tolérante à l'ombre, le pin blanc, il peut quand même profiter. Puis quand le peuplier est récolté, bien là, à ce moment-là, il est en pleine lumière, puis le danger que peut poser le charançon du pin blanc qui s'attaque à la flèche terminale, il peut un problème. Même s'il se fait attaquer, si on a gagné déjà 2 longueurs de billes de 8 pieds, bien, pour le reste, c'est moins pire. Mais si vous avez la capacité d'intervenir, vous pouvez enlever une des 2 flèches ou des 3. Puis après ça, l'arbre va pouvoir reprendre. Mais à ce moment-là, il faut intervenir après. Et ça peut être quand même assez coûteux et difficile à faire. Oui, je viens. Vous parlez de s'adapter à trouver l'espèce qui va être là dans 20 ans, dans 30 ans. C'est un aspect important de la question, mais s'il n'y aura pas aussi un aspect de résistance à développer dans le sens que la forêt, c'est un puits de carbone qui peut aider à lutter contre les changements climatiques, qui peut avoir un effet positif pour ralentir les changements climatiques. Peut-être que vous avez des choses à proposer de ce côté-là. On pourrait peut-être faire intervenir un autre professeur, Jérôme Duprat, qui s'intéresse aux services écosystémiques. J'ai vu Jérôme tantôt. T'aimes ça ton pouvoir de déléguer, hein? Ah, mais il est en entrevue. Peut-être M. de Lagrange serait intéressé à intervenir. Monsieur Moustachu de Lagrange. J'en profite pour vous sensibiliser à la cause du cancer de la prostate. Les personnes d'un certain âge sont invitées à se faire dépister et les autres à y penser et à se préparer. Excusez-moi, j'ai manqué la question, par exemple. Mais je peux continuer à vous parler. On parlait du service écologique, du stockage de carbone que les forêts jouent. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, en fait, je dirais que le gros du travail reste à démontrer à nos dirigeants que c'est quelque chose qui a une grande valeur. Donc il faut encore le quantifier, il faut encore faire de la recherche là-dessus. Mais globalement, c'est de démontrer qu'une forêt sur pied peut avoir beaucoup de valeur et même parfois plus de valeur qu'une forêt qui est sur des camions. Donc c'est pas mal ça le gros du travail qu'on a à faire, c'est de démontrer un peu l'importance puis la richesse qu'on a à avoir ces services-là, comme le stockage de carbone, mais il y en a beaucoup d'autres. On parle de filtration de l'air, filtration de l'eau, des habitats pour les animaux, etc., etc. Donc il y a un gros pan d'économie qui peut se développer autour d'une forêt sur pied. Je pense que c'est ça le gros du travail qu'on a à faire, de le démontrer. Est-ce qu'il y a des sortes d'arbres qui sont plus efficaces que d'autres pour le carbone? Oui, il y en a. Le teck est probablement la meilleure, mais on en comptera pas beaucoup par ici. Et puis c'est pas nécessairement une espèce qu'on veut non plus. Mais oui, il y en a, mais on peut voir un peu comme ce que Christian disait tout à l'heure, des mélanges d'espèces partagent les ressources, font en sorte qu'ils ne vont pas se nuire les uns les autres, mais plutôt se faciliter la croissance. Donc on peut penser que de faire des beaux mélanges d'espèces va aider à incorporer plus de carbone. Il y a des arbres qui font des racines de surface, des arbres qui font des racines en profondeur. Si on les mélange, on va stocker du carbone à plusieurs zones comme ça. Alors si on fait que les essences qui poussent vite, généralement elles ont des longévités qui sont plus courtes.
Donc, c'est pas forcément le meilleur moyen de stocker à court terme, enfin à long terme du carbone. Juste à l'ajouter, souvent, on va regarder la croissance aérienne. Dans nos expériences, souvent, on montre que les arbres qui poussent moins au niveau aérien mettent beaucoup de biomasse au niveau racinaire, qui est quand même du carbone. Donc, il faut faire attention que ce n'est pas juste la croissance aérienne. Vous aviez une question, hein? Ben, moi, ma question, c'est, on parle beaucoup d'introduction d'espèces. On parlait d'espèces indigènes et non indigènes. On sait, par exemple, que l'érable de Norvège, dans la forêt urbaine, est devenue très envahissante. On recommande de ne pas l'introduire dans les milieux ruraux. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait de votre côté pour prévenir ou pour faire des recommandations? Je parlais d'érable d'Amur, mais il y a l'érable de la Norvège, l'érable d'Amur aussi, des choses comme ça. Quelqu'un qui veut parler de ça, il y a... Peut-être... Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit qu'avec les changements qu'on observe, avec les changements climatiques, il semble avoir plus de phénomènes de naturalisation d'espèces qui étaient confinées parce que leur exigence écologique ne leur permettait pas de sortir du carré de sable dans lequel on les avait implantés. Bon, tant que Ginkgo biloba va rester en avant de la maison puis décorer. Mais quand il va réussir à s'implanter puis à se régénérer sous couvert puis à dominer puis à compétitionner, c'est là que c'est dangereux. Donc, ces questions-là sont très complexes parce qu'on est dans un cas de cible mouvante avec le climat qui change. Donc, est-ce qu'on peut se permettre de jouer avec des espèces comme ça alors qu'on ne sait pas vraiment comment le climat va changer? Je pense qu'il faut faire acte de prudence ici, sûrement. Puis suivre les populations qu'on a implantées, voir est-ce qu'elles sont en train de se naturaliser puis d'envahir les forêts naturelles. L'érable de Norvège, c'est effectivement un des problèmes. Il est en train de se reproduire tellement vite. Les ginkgo passant, c'est qu'en général, dans les forêts urbaines, ils vont prendre que des spécimens mâles pour parce que ça stérilise la population si on prend juste les hommes. Mais vous savez qu'au Québec, on n'a pas encore... Vous parlez d'érable de Norvège, c'est surtout avec le Mont-Royal, je pense, en forêt naturelle, on n'a pas encore de gros problèmes. C'est surtout avec les arbustes, le nerf brun, qui est en train d'envahir les sous-bois. Et en termes d'espèces menaçantes, le nerf brun, c'est numéro 1, parce que c'est une espèce tolérante à l'ombre qui pousse en sous-bois et qui empêche la régénération des autres espèces. Et j'imagine que ça a plein d'impacts sur les animaux en sous-bois. Le nerf brun. Comment ça s'écrit, ça? Le N-E-P-R-U-N, nerf brun, ouais. Et il y a aussi la phragmite que vous avez peut-être vue sur le bord des autoroutes qui... Bon, moi, je suis encore relativement jeune, mais je me souviens, dans mon jeune temps, elle n'était pas là. On avait des belles quenouilles un peu partout, et là, elle est en train de... Il y avait d'autres questions. Ah oui, je m'excuse. Je ne voulais pas le faire parler parce que j'ai étudié avec lui, puis il pose toujours des questions difficiles. Tu répondras à ma question si tu veux. J'ai un remerciement à faire puis une question. Mon remerciement, c'est une nouvelle bâtisse, une très belle bâtisse, mais il faut penser que l'Institut date de maintenant 25 ans. Je ne sais pas si ça a été dit, mais c'est important de le rappeler. Puis, il y a un monsieur Pierre Moreau, je ne sais pas s'il est ici avec nous autres aujourd'hui, mais il y a un monsieur qui a eu ce rêve incroyable de développer un environnement dans l'Ottawa où on pouvait répondre à nos questions. Parce que la recherche, ça se faisait presque seulement dans le monde du résineux. Puis depuis que cet institut-là a été fondé en Outaouais, il y a énormément de recherche. C'est devenu un pôle intellectuel de recherche, je pourrais dire, une sommité mondiale. Puis avec les équipements qu'il y a là, c'est génial. Donc merci à Pierre Moreau, qui n'est pas ici, qui est encore vivant parce que je le vois de temps en temps en ville. Fait que... moi, je suis, comme forestier, je suis très, très heureux de ce qui se passe. J'ai travaillé beaucoup avec cette institution-là depuis 25 ans. La question que j'ai, c'est que dans les enjeux, on parle de changement climatique, on parle de bébites, d'insectes, de maladies. Un des enjeux les plus importants, c'est l'acceptabilité sociale de ce qu'on fait. Est-ce que vous avez un programme de transmission des connaissances qui se fait ici aujourd'hui avec vous, là, des gens de la communauté? Il faudrait que ça se fasse partout. Est-ce qu'il y a un plan de match pour communiquer
la connaissance générale, mais aussi les connaissances plus techniques pour les praticiens? La réponse est simple, oui. Mais comment je pourrais expliquer ça? On le fait souvent. Je pourrais essayer de vous expliquer c'est quoi le rôle d'un professeur d'université en quelques mots, mais notre mission première, c'est de former des étudiants au niveau du bac, au niveau de la maîtrise, doctorat et postdoc. C'est ça notre mission première. Non pas de faire du transfert technologique. On en fait, on aime ça d'en faire, mais comme professeur d'université, notre rôle premier est de former des étudiants et de faire de la recherche en formant des étudiants. Et on en fait du transfert, on fait des rapports, on fait des présentations. Et on a un objectif à l'ISFAR parce qu'on est évidemment attaché à l'UQO, mais aussi on a une mission de transfert technologique. On a des gens ici qui ne sont pas professeurs, justement, qu'on peut engager et qui vont faire ce transfert-là. Donc, on a cette mission-là. C'est toujours difficile parce que, et là, je ne vais pas m'entrer dans toute la politique, mais c'est difficile d'avoir de l'argent pour faire du transfert technologique. Mais on travaille avec des gens qui peuvent le faire, il y a des gens au gouvernement qui peuvent le faire, il y a des gens au fédéral, au provincial, il y a d'autres instituts qui peuvent le faire. On va avoir des ressources ici, mais tout dépend évidemment de l'argent qu'on peut trouver pour faire ce transfert-là, qui est un peu en dehors de la mission première d'un professeur, mais qui est au cœur, et ça je le dis, qui est au cœur de la mission de l'Institut. Donc on va faire du transfert, on veut en faire du transfert. Et si vous avez des idées, des solutions, un chèque de quelques millions de dollars, ça va nous aider. Tu veux-tu rajouter quelque chose? Non? Oh, là, ça fait se lever. Je vais aller en arrière, puis je reviens en avant. Ah oui? Si vous avez 1 million, vous pouvez signer le... OK, pas de problème. OK, alors, moi, ma question est un peu, pas dans le même sens, mais peut-être à un échelon plus pratico-pratique. Moi, je fais de la coupe sélective souvent sur la terre et je me pose toujours les mêmes questions. Quand je vois un arbre, je me dis, est-ce que je coupe le bon? Est-ce que je coupe un feuillu ou je dégage dans cette direction-là? Est-ce que je favorise un bosquet, un petit hameau là-bas? Je ne sais pas. Je me questionne toujours là-dessus. Y a-t-il des principes? Y a-t-il une façon de faire où il faut absolument faire affaire avec un expert, un ingénieur qui vient nous faire un plan de développement? Ou bien si ça peut être quelque part justement un transfert d'informations, de connaissances qui pourrait servir immédiatement tout près de vous à une communauté comme nous qui font, quelques-uns d'entre nous en tout cas, font des petits travaux dans la forêt, faisons la cueillette nous-mêmes de notre bois, mais en essayant de faire ça du mieux qu'on peut. En tout cas, voilà, c'est une question très simple. Malheureusement, je n'ai pas le chèque pour créer le cours qui va avec, mais je serais intéressé si jamais il y a un appel dans le coin pour mieux m'y prendre à l'avenir. Voilà. Pour répondre à la question, bon, j'ai la même question, moi aussi, quand je suis sur ma terre. Et je dirais, OK, bon, point de vue économique, mais je pense que la question n'était pas là. Hein? C'est pas quel arbre je coupe pour faire le plus d'argent. C'est quel arbre, quel effet je vais avoir sur l'écosystème. Et je dirais le principe, moi, de base, c'est je fais attention à la rareté. Est-ce que, si je coupe un arbre, est-ce que c'est un élément rare dans ma forêt? On parlait du hêtre tout à l'heure. Okay, si j'ai un gros hêtre atteint par la maladie corticale, bon, il est atteint par la maladie corticale, mais je n'ai un. Je vais le laisser là. Alors que s'il y en a plusieurs, je vais être moins... Ça va me faire moins mal, je vais avoir moins peur d'affecter l'écosystème dans tout son fonctionnement. Donc, je dirais que c'est un principe de base. Peut-être que je donnerais ça à Fred, parce que Fred a développé un gros projet Forêts adaptées qui vise à adapter les forêts privées aux changements globaux, qui va du peuplement jusqu'au paysage. Mais juste pour l'ajouter, je vais dire quelques mots, puis je peux peut-être te laisser parler, mais moi aussi, je viens juste d'acquérir une petite forêt de 40 hectares et je me pose la même question, évidemment. Et habituellement, je vais vous donner des mots-clés. Rareté, oui, mais diversité d'espèces, c'est la clé. Plus on va avoir d'espèces, plus on a des chances que
s'il arrive un insecte, une maladie, un changement de climat, il va y avoir quelques espèces qui vont pouvoir en profiter, puis on va maintenir une forêt. Je pense que ça, c'est la clé. Une des choses qu'on veut peut-être développer, c'est justement se poser la question, en fonction des espèces que vous avez et de ce qui s'en vient dans le futur en termes d'insectes possibles ou de changement climatique, quel genre de mélange d'espèces on devrait favoriser pour augmenter la résilience de cette forêt-là. Et oui, on va travailler sur des clés. C'est un des objectifs qu'on a à court terme qui va peut-être vous aider en vous disant « Ah, ici, j'ai un tilleul. Est-ce que le tilleul risque de profiter dans le futur ou pas? » Et là, peut-être prendre des décisions un peu plus éclairées. Pour moi, l'une des plus belles choses dans la forêt, c'est que c'est comme un matériau qu'on peut sculpter, un matériau vivant. Et je vois mon ami Charles N'Djem, qui est le fabuleux sculpteur qui a fait les sculptures animalières dans le coin. Charles, lève la main. Alors, si ça vous intéresse d'aller discuter avec Charles, la forêt est un peu comme Charles, lorsqu'il voit son bloc de bois, il décide de l'emmener vers, de le conduire vers, de créer quelque chose. Et la réponse à ta question est, qu'est-ce que tu veux faire de ta forêt? Quelle est ta vision de ta forêt? Et c'est un matériau vivant que tu peux manipuler pour l'emmener vers, avec certaines contraintes, avec des règles. Quand on travaille le noyer cendré, c'est facile, le grain est facile. On travaille dans le pain, les éclisses sautent. C'est la même chose. Il y a des espèces qui sont fragiles, des espèces qui se manipulent plus bien. Et c'est la science de la sylviculture. Et la sylviculture, il y a toute une approche, un procédé qui part du diagnostic à la prescription. Et c'est ce qu'on apprend en foresterie après plusieurs années de cours. Donc, c'est difficile de répondre à ta question puis de dire une règle du pouce en 2 phrases. Résumer une belle science comme la sylviculture, qui est comme l'art de jardiner. Ceux qui jardinent, je sais que tu jardines. C'est des années d'empirie et de relation avec sa forêt. On va continuer, il n'y a rien qui nous presse, mais 2 choses à dire. Ceux qui quittent, on aimerait beaucoup que vous signiez notre livre d'art qui est dans la cuisine ici, puis que vous déposiez votre billet pour gagner, je ne me souviens plus quoi, un livre, ah oui, le fameux livre. Et on va continuer les visites après on a jusqu'à 4h30, là, donc ceux qui n'ont pas visité encore, on va avoir encore le temps pour les visites, mais je pense que, en tout cas moi je trouve ça fascinant et intéressant, donc j'aimerais ça continuer. Je pense qu'il y avait encore des questions. Je vous reviens un instant. Qui avait une question ici? Non? J'essaie de donner de la parole à tout le monde. C'était pour le chèque d'1 million, mais je l'ai oublié dans l'auto. Plus sérieusement, c'était pour féliciter quelqu'un qui a pris la décision de stocker du carbone. On parlait tantôt de stockage de carbone. Bien, ici, l'Institut, dans les poutres, dans les panneaux muraux, dans toute l'utilisation du bois que vous avez faite, vous contribuez à stocker du carbone. Alors, il y a quelqu'un qui doit être félicité pour ça dans votre... à l'origine de la décision architecturale. Félicitations. Sylvain, Monsieur Moustache veut encore dire un mot. Oui, je vous demande de vous sensibiliser à la Non, je veux juste mentionner que oui, j'étais responsable de ce dossier-là, mais c'était une contrainte qu'on a fixée très rapidement aux architectes, tous en tant qu'équipe, de dire qu'on voulait avoir du bois, on travaille avec le bois, on cherche à le valoriser. C'était évident que depuis le début, il y aurait du bois ici. Ça n'a pas été un combat facile, nécessairement, mais effectivement, c'était un souhait d'équipe. Ça aurait été fou de ne pas avoir du bois ici. Ben, moi, c'est pour continuer un peu dans ce qui a été dit tout à l'heure. Je comprends que le mandat de l'ISFAR est plutôt de former des professeurs, de transmettre des connaissances à un groupe, mais ça peut être bon aussi de viser comme le commun des mortels pour justement peut-être prévenir des erreurs écologiques au niveau de la région, quand on parlait tout à l'heure d'espèces non indigènes qui sont introduites, qui pourraient causer des torts irréparables à tout un secteur.
c'est peut-être une des suggestions que tu as à faire. On m'a demandé tout à l'heure des recommandations, fait que c'est ma recommandation pour moi. Les liens de partenariat, nous, on est toujours contents de les développer. Il y a les conseillers forestiers d'Outaouais qui sont à Papineauville, avec qui on est en lien. Bon, l'agence Victor, l'agence de forêt privée ici. C'est sûr que quand on discute avec ces gens-là, on essaie de transmettre les dernières avancées qu'on a trouvées. Mais peut-être plus utiliser, pas juste ces organismes-là, mais le transmettre aux communes éventuelles. Quand on pense... Bon, on a dans nos cartons l'idée de faire des cafés scientifiques au marché de Ripon. Je ne sais pas s'il y a des gens qui seraient preneurs d'une telle activité. Ceux qui seraient preneurs, levez donc la main, voir. OK, ben on pourrait... Puis si c'était Porto et Sciences, levez donc la main, voir. Ah, ça y est, mon sondage, je pense. Oui, on va essayer de faire de la vulgarisation. Puis... C'est comme le commun immortel qui a un arbre à planter chez lui devant sa maison, ben, il sache au moins que telle essence est moins favorable. Oui. D'autres interventions? Ah, pardon. Comment on en est venu à étudier le pollen? Comment on en est venu à étudier le pollen? En fait, on étudie le pollen, pas parce que le pollen est vraiment intéressant, on sert vraiment du pollen comme d'un outil. C'est qu'on étudie le pollen pour voir comment la végétation a changé. En fait, on s'intéresse à ce qui s'est passé dans notre région, dans le passé, puis on utilise le pollen comme un outil. Ça fait qu'on se penche, on regarde les pollens sans toutefois... C'est vraiment plus une question on peut dire curiosité pour voir l'histoire des forêts de notre région, mais aussi on sait ça justement pour faire les protections. C'est que le pollen, c'est un outil. Karel, tu es une fille de la région, ton père scientifique est ici, donc peut-être le présenter à tout le monde pour le dire qu'il s'intéresse au pollen, en fait, professeur de l'Université d'Ottawa. Donc, j'ai fait ma recherche dans la région, puis je l'ai fait à l'Université d'Ottawa, puis mon superviseur ici, c'est Conrad Gajewski, c'est lui qui s'intéresse aussi beaucoup à la région, qui est intéressé à faire d'autres études ici. C'est qu'on va sûrement avoir plus de détails sur l'histoire de nos forêts par le passé, avec les études qu'il fait ici. Si vous voyez quelqu'un venir cogner à votre porte pour savoir s'il peut venir chercher des échantillons dans le fond de votre lac, bien, ça se peut que ça soit Conrad. Quelqu'un qui attend depuis un bout pour poser des questions? Ben, en fait, j'aurais aimé, avant que ça se termine, que vous présentiez toute votre équipe, les professeurs, ceux qui travaillent avec peut-être leur fonction ou leur spécialité. Ça va être intéressant. Parfait. Peut-être que vous pouvez commencer. Moi, je vais essayer de les rapailler. Ouais. Ils sont les plus délinquants, ils sont les premiers à partir. Collègues, professeurs, chercheurs. En voilà 2. Là, actuellement, nous sommes 8. Et à terme de notre subvention, on devrait avoir 12 professeurs-chercheurs ici. Alors, on commencerait. François, je vais te laisser te présenter. Alors, il y a quelques personnes parmi vous qui me connaissent. François Lorenzetti, je suis professeur-chercheur ici en relation plantes-insectes. Donc, je m'intéresse aux insectes, à ce qu'ils mangent et comment ce qu'ils mangent essayent de se défendre contre les insectes pour qu'on puisse nous-mêmes trouver des manières justement d'éviter des problématiques entomologiques. Et puis, je suis aussi directeur du département de sciences naturelles. Bonjour tout le monde, moi c'est Jérôme Duprat, nouveau professeur ici depuis septembre. Alors, j'ai été engagé à titre d'économiste des ressources naturelles. Je m'intéresse beaucoup aux économies alternatives, c'est-à-dire comment on peut valoriser des ressources naturelles du territoire d'autres façons, de nouvelles façons. Donc, j'ai
travaillé beaucoup en milieu urbain, en milieu agricole. Et je vise à me pencher sur la forêt, à savoir est-ce qu'on peut tirer profit de produits forestiers non ligneux, par exemple. Comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre des programmes qui pourraient rentabiliser des approches écosystémiques de conservation avec une culture traditionnelle d'exploitation du bois. Voilà. Merci Jérôme. Bonjour tout le monde. Moi, c'est David Rivet. Je suis un nouveau professeur comme Jérôme aussi. Je suis arrivé ici depuis un peu plus d'1 an. Et je suis ingénieur forestier de formation. Puis petit à petit, je me suis intéressé à ce que l'arbre peut apporter en milieu agricole. Donc, j'ai fait une maîtrise, un doctorat en agroforesterie. Qu'est-ce que c'est l'agroforesterie? C'est associer des arbres, des cultures sous une même parcelle. Puis j'étudie comment les arbres interagissent avec les cultures au sein d'une parcelle agricole. Puis, au travers de cette pratique-là, je me suis intéressé beaucoup à l'écologie des sols. Donc, je m'intéresse à voir comment les propriétés du sol, la fertilité, les petits organismes qui sont dans le sol, les mycorhizes, etc., comment ça affecte la productivité des plantes, la productivité des forêts, la productivité des arbres. Donc, ça, c'est ma spécialité. Et donc, voilà. Je suis heureux de vous voir aujourd'hui. Je voulais garder le meilleur pour la fin, mais bon, c'est pas grave. La galanterie. C'est ça. Tous mes collègues travaillent sur l'arbre et tout ce qui touche à la verdure. Personnellement, je trouve que c'est une composante peu intéressante. Je m'intéresse uniquement aux animaux qui utilisent la forêt ou qui vivent dans les lacs, les rivières. Mais par contre, j'apprécie travailler avec mes collègues parce que ce qui m'intéresse, eux étudient comment l'homme change le paysage et les forêts. Et moi, je regarde comment ça impacte la faune ensuite. Et donc, comment on peut couper les forêts en maintenant la faune qu'on a dans nos forêts, etc. Donc, c'est toujours dans la question, on parle beaucoup de biodiversité aujourd'hui. Donc, c'est comment on peut utiliser nos forêts pour maintenir la biodiversité. Donc, d'une manière générale, je travaille, j'aime dire, sur tout ce qui se comporte et tout ce qui se déplace. Donc, du ver de terre à la baleine. À partir du moment où ça se comporte et puis que ça ne fait pas juste de la photosynthèse, ça m'intéresse. Si ça sent l'assiette, c'est bon aussi. Hein? Oui, et puis tout ce qui se mange, c'est très bon aussi. Moi, vous m'avez entendu un peu tout à l'heure. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'écologie des peuplements, principalement, dernièrement, à la relation entre l'érable à sucre et le hêtre à grande feuille. Puis je m'intéresse beaucoup à la sylviculture aussi. Et donc, dans une sylviculture, qu'est-ce qu'on va faire dans un contexte de changement climatique? Qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on a fait de la sylviculture dans le temps pour produire des arbres. Maintenant, il y a des nouveaux services, on a entendu parler tout à l'heure. Donc, cette sylviculture-là aussi, qui pourra être pour toutes sortes de services offerts par l'écosystème. Bonjour, moi c'est Sylvain Delagrange. Donc moi je travaille plus à l'échelle de l'arbre, de tous ces processus physiologiques qui ont lieu à l'intérieur, notamment cette magnifique réaction qui est la photosynthèse, qui sans elle ne permettrait aucune vie sur Terre, même pas d'un animal. Non, sans blague, c'est vraiment le fonctionnement de l'arbre qui m'intéresse. Savoir tous les défis qui relèvent pour s'élever contre la gravité, faire monter de l'eau à 30 mètres du sol, la photosynthèse. Puis après, c'est tous les services qui sont reliés à ça. Ces traits-là, ces processus-là amènent des fonctions de l'arbre, de fixer du carbone. Et ces fonctions-là nous amènent aussi à des services qui vont être la régulation du climat, etc. Donc, de partir de la feuille, on peut aller étudier des processus aussi larges que le fonctionnement des forêts, les services qui sont donnés par les forêts. Donc c'est à ça que je m'intéresse. Ah oui, je me dirige vers les sciences sociales assez sérieusement grâce à notre nouveau collègue ici. Bonjour, Frédéric Doyon. Moi aussi, j'ai une formation en aménagement forestier, mais mon bagage est surtout en écologie. Et c'est l'écologie du paysage qui est ma spécialité. Ça veut dire, c'est les grands ensembles. Comment les grands ensembles fonctionnent, comment les forêts sont transformées, par exemple, par les perturbations naturelles.
et comment on peut faire un aménagement forestier ou un aménagement de territoire qui respecte les fonctionnements naturels. Donc, être en harmonie et harmoniser aussi les usages entre les différentes parties prenantes. Et c'est là que le côté humain rentre. Tantôt, il y a quelqu'un qui a parlé de l'acceptabilité sociale. Donc, on peut s'intéresser aussi aux dimensions humaines associées au territoire forestier. Comment l'homme perçoit la forêt, comment il interagit ensemble dans le but de transformer cette forêt-là pour en tirer des biens et des bénéfices. Et donc, on collabore aussi, notre institut, avec les gens de sciences sociales à l'Université du Québec en Outaouais, qui ont développé une branche justement spécifique de ce qu'on appelle la socio-foresterie. Donc, ces dimensions-là aussi sont couvertes. L'homme n'est pas un élément exclu de la forêt, il fait partie de l'équation. Il faut comprendre comment il interagit dans cette question. Voilà. Aussi un peu de Christian Messier, qui est le directeur scientifique de l'Institut des sciences de la forêt tempérée. Il est en entrevue là, présentement. Christian Messier a eu une longue carrière à l'Université du Québec à Montréal, mais c'est quelqu'un avec lequel plusieurs d'entre nous ont eu des interactions, soit comme étudiants de maîtrise, de doctorat, post-doctorat, tout simplement parce que, et même plus tard, tout simplement parce que Christian, c'est quelqu'un qui a été, disons, qui a démontré un leadership dans le démarrage de toutes sortes d'entreprises intellectuelles et pratiques avec des retombées appliquées partout au Québec. Avant, au début de sa carrière, il travaillait en forêt boréale. Il est venu plus récemment, mais quand même dans les 10-15 dernières années, vers la forêt tempérée. Et puis, quand il a vu la petite gang de jeunes fous et de jeunes folles qu'il y avait ici dans l'Outaouais, démarrer un institut, bien, il nous a proposé de venir chez nous et puis on est content de l'avoir. Alors, c'est notre directeur scientifique ici à l'ISFAR. Et puis, pour compléter l'équipe, une personne qui n'est pas encore avec nous, mais qui, je l'ai su ce matin, va officiellement être avec nous le 1er février. C'est un professeur en génétique des populations. Il nous arrive, c'est un Français qui nous arrive de Chine, parce qu'il était directeur scientifique du jardin tropical de Jigshun-Banan, dans le sud-ouest de la Chine. Donc, il travaille sur des plantes exotiques. Il nous envoie toujours des photos de belles fleurs, alors que nous, on gèle. Mais donc, on espère qu'il va nous remplir ici le local de plein de fleurs. Mais je veux juste vous donner un exemple, parce que la génétique peut sembler quelque chose d'extrêmement théorique et très loin. Mais le genre de travail qu'il fait peut lui permettre de pouvoir trouver des indicateurs qui sont des marqueurs, finalement, d'un état physiologique ou d'un état de réponse à l'environnement. Et ça économise énormément de temps pour la résolution de problèmes. Donc, je ne dis pas que Yann Surget-Grobert, ce professeur en génétique, va faire que ça, mais ça, c'est une des puissances de sa boîte à outils. Donc, on l'attend pour le mois de février. Et bien sûr, on prévoit agrandir le département ISFAR dans les prochaines années avec du recrutement de nouveaux professeurs et de nouvelles professeurs. Je veux mentionner aussi, c'est important, on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, on a une équipe de soutien technique, Régis qui est ici, on a Surgeon qui est ici, Karel est avec le décanat des études, nous aide à développer un baccalauréat. En Outaouais, on est en retard par rapport à toutes les autres régions et des régions équivalentes au niveau de la formation dans les sciences naturelles. Donc, Karel avec Sylvain qui chapeaute le comité de projet de baccalauréat, avec Angélique et puis David et Frédéric, travaillent sur un projet de baccalauréat qui va se donner à Gatineau. Ça va être une première pour l'Outaouais historique. Mais on a déjà des programmes et on a déjà des étudiants et des étudiantes qui sont ici. D'ailleurs, au moment où on se parle, il y a des étudiants de Géron, ici, qui sont en train de passer un examen à Montréal par le bénéfice de la vidéoconférence. On a un programme de maîtrise en gestion durable des écosystèmes forestiers qui est conjoint avec l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et avec l'Université du Québec à Montréal. L'UQO a joué un rôle opérationnel important dans la venue de cette maîtrise-là qui existe depuis 2 ans. Et on a des étudiantes et des étudiants à l'UQO et dans les 2 autres universités, et on continue le recrutement. Et cette maîtrise-là
C'est une maîtrise qui vise à former quelqu'un qui est un nouveau ou une nouvelle professionnelle de la forêt. La forêt, ce n'est plus juste des mètres cubes de bois, c'est autre chose aussi. C'est aussi des mètres cubes de bois, mais c'est aussi autre chose. Donc, on est dans l'ère de la conjugaison des besoins et des retombées que cette forêt-là peut nous apporter. Et on a besoin de quelqu'un de nouveau, avec une pensée nouvelle, pour pouvoir amener des idées nouvelles pour gérer cette ressource-là. Et on a une maîtrise de recherche en biologie aussi, dans laquelle, dès janvier, on devrait se retrouver avec 4 ou 5 étudiantes déjà, alors qu'on vient de l'ouvrir à peine. Donc, nos recherches nous permettent de pouvoir faire ce genre de formation-là. Et on espère, d'ici une année ou deux, avoir un doctorat déjà qui nous permettront de former au 3e cycle également. Et bien sûr, on a toute une équipe de 4 ou 5 stagiaires postdoctoraux, donc qui ont complété un doctorat, qui nous arrivent d'un peu partout, grâce à la diversité des recherches que l'on a ici. Alors, j'espère que je n'oublie pas personne. Il y a Kim ici, il y a Ginny Allaire, qui était à l'ICAF depuis de nombreuses années. Moi, j'ai connu Ginny en tant que secrétaire chez Gérald Droux, l'arpenteur, alors qu'il était installé à Saint-André-Avelin et que Philippe Nollet m'avait appelé en 98, alors qu'il venait d'arriver comme directeur adjoint à l'ICAF. Peux-tu venir faire une petite analyse pour moi à Saint-André-Avelin? Donc, j'ai connu Ginny, et Ginny est là depuis le début, et les secrétaires de direction au département des sciences naturelles. Et il y a plein d'autres mondes qui sont en train de se promener. Oui, mais il y a Julie aussi qui est en train, vous avez vu Julie Poirier, dont le papa était ici tout à l'heure, qui est aussi, je pense qu'elle avait 16 ans ou 17 ans quand elle a commencé à travailler pour l'ICAF. Et puis, bon, elle est venue à l'ICAF, repartie de l'ICAF, revenue à l'ICAF, puis là, elle est pour de bon à l'ISFAR. Il y a Pascal Rochon qui est avec nous depuis une bonne dizaine d'années déjà, qui est un bonhomme du coin, Saint-Jovite, et qui est heureux de revenir dans le coin et pouvoir travailler à ce qu'il a appris lorsqu'il a fait ses études à l'UQAM, avec notamment... Avec quoi? Oui, Christian. Bon. Et David Paré, voilà. Et puis Marie-Ève aussi, qui est notre spécialiste aussi en études de la faune, mais elle a aussi un côté écotoxicologie qui s'adresse à la faune qu'elle aimerait ça développer. Et je pense que ça fait le tour de l'équipe. Surgeon, oui, j'ai pas parlé de Surgeon, j'ai mentionné, mais Surgeon est le doyen de cette histoire-là, à part M. Moreau, qui a été mentionné. Surgeon a été la première personne employée tout de suite après Philippe ou juste avant Philippe? Une semaine après Philippe. Juste une semaine après Philippe. Donc, on se suit comme ça. C'est Philippe, Surgeon, puis moi. Puis après ça, c'est Fred. C'est ça? Donc, voilà, c'est la petite histoire. Et Surgeon a une formation d'ingénieur forestier qui n'a été reconnue ici au Québec que dans les 4 dernières années. C'est ça. Donc, il lui manquait, il avait, du point de vue de l'Ordre des ingénieurs forestiers, il lui manquait à peine quelques cartes, mais il fallait qu'il les fasse, alors qu'il était vraiment formé comme ingénieur forestier dans son pays d'origine, qui est l'ex-Yougoslavie. L'ex-Yougoslavie. Alors, depuis ce temps-là, Surgeon est avec nous et il continue avec nous. Christian, interview? Un petit mot, juste une minute, juste pour ne pas oublier que l'ISFAR existe à cause de l'appui d'un nombre important d'organismes de la région, que je ne peux pas tous nommer, évidemment. On a eu l'appui du ministère, on a eu l'appui des CRI, Fred pourrait faire la liste, là, mais je pense que je voulais juste souligner le fait que l'ISFAR, évidemment, c'est une subvention du gouvernement, en lien avec l'UQO, mais à peu près tous les organismes qui touchent de près ou de loin de la forêt dans la région nous ont appuyés. Et c'est vraiment grâce à eux qu'on existe et on en est très, très reconnaissant. Bon, la municipalité des Ponts, pas besoin de le mentionner, mais elle nous a toujours énormément appuyés et je sais qu'on va continuer à les appuyer. Je peux maintenant dire que les gens de Réponse, ce sont tous des spécialistes forestiers par les questions qu'on a eues. J'avais une entrevue tantôt avec la journaliste, elle me demandait qu'est-ce qui vous a plus étonné. Moi qui viens de Montréal et qui est habitué à parler des gens de grandes villes, j'ai été
très étonné par votre niveau de connaissance. Bravo. On va en apprendre beaucoup en travaillant avec vous. Donc, je pense qu'on a des belles années d'apprentissage réciproque. Merci beaucoup.